Fanny Moisan, fondatrice, présidente de Vestiaire Collective. On est ravis de t'avoir, Fanny. Angélique Gérard, présidente maintenant de la STEM Academy. On va dire dans quelques instants aussi connaître mieux ton parcours. Donc, Vestiaire Collective, tout le monde connaît, je pense. Hein, c'est une des licornes françaises, fondée en 2009. La plateforme qui a vraiment fondé la seconde main au niveau mondial, présente en Europe évidemment, aux États-Unis, en Asie. Donc, merci vraiment d'être là. Avec nous, Fanny. Ah oui, et puis j'avais mis dans les petites anecdotes, ça va vous plaire. Alors j'avoue que j'ai pas vu, mais bon, il faut vraiment que je me rattrape. Vous avez été dans la série Netflix Emily in Paris, dans les 2 derniers épisodes de la saison 4. C'est chic. Bravo. Hein. C'est hyper... voilà. Et si tu regardes bien la série, on nous voit, Sophie, ma cofondatrice, et moi-même, au fond. Bon, alors je vais absolument regarder. Je vais absolument regarder. Angélique, toi, tu as un parcours corporate, tu as été cofondatrice du groupe Iliad avec un effectif de 7000 personnes. Tu es désormais la présidente, dont je le disais, de STEM Academy, auteur de plusieurs livres, dont Pour la fin du sexisme, et tu viens de lancer Women in STEM in Europe. Je crois que l'inauguration était il y a 2 jours. Et on en a parlé tout à l'heure, en fait. Women in STEM in Europe, ça vise à encourager les jeunes filles vers les filières scientifiques, et Mercedes en parlait. Alors, rapidement, Fanny, parce que on connaît quand même depuis ces années, mais comment est née Vestiaire Collective ? Vestiaire Collective est née d'une... Je sais pas si on m'entend bien. Allô ? Ouais, ça a l'air de mieux marcher. Vestiaire, c'est né d'une intuition et d'une vision. Je fais une digression rapide. J'ai été très touchée par Mercedes tout à l'heure parce que on partage des racines un peu communes. Je suis... petite fille aussi d'immigrés espagnols, grand-mère, génération de femmes immigrées qui en ont pris un peu plein la gueule et ça m'a donné une force. Ma grand-mère avait un combat contre la pauvreté, ma maman pour l'intégration. Et moi, j'ai cherché mon combat un peu dans la vie. Et je l'ai trouvé à 30 ans parce qu'on m'avait appris toute mon enfance à bien consommer. Famille très modeste. Et il fallait apprendre à consommer et à dépenser son argent intelligemment. Et c'est là que m'est venue la source en fait de Vestiaire, parce que à 30 ans, je me suis rendu compte que cette industrie de la mode qui me passionnait, elle marchait sur la tête, tout simplement, et que j'avais vu moi ma maman consommer encore une fois de façon très très réfléchie, très sereine, chercher les pièces qui allaient durer, etc. Et que ma génération était exactement dans l'inverse. Elle se tournait vers de la fast fashion et jetait la mode allègrement. Et moi, ça m'a beaucoup choquée. Et j'ai eu le luxe de choisir mon combat dans la vie et de décider de partir en guerre finalement contre cette habitude de consommation qui pour moi était complètement à défaire. Et j'en profite pour dire que la fast fashion, c'est l'un de tes combats, on en parlera peut-être tout à l'heure. Tu es donc cofondatrice, vous étiez 6 au départ, vous n'êtes plus que 2. Tu es la présidente de Vestiaire Collective. Question simple, comment on fait pour durer ? Ouais, l'anecdote, c'est que sur les 6, c'était 4 garçons et 2 femmes. Et devinez qui voilà. est à la tête de Vestiaire. Ce sont les 2 femmes. Donc, cherchons à comprendre pourquoi. Moi, de mon côté, en tout cas, je pense que je l'appelle la résilience. Ce combat et cette force entrepreneuriale que j'ai eue de ma grand-mère, ma mère, qui sont aussi des entrepreneurs, je pense qu'au bout de 15 ans, elle continue à me porter. Ce combat et la passion pour... transformer cette industrie, je l'ai toujours dans les veines. Donc ça, c'est la première chose. Et juste pour rebondir, parce que Vestiaire, évidemment, il y a des fonds qui sont rentrés petit à petit, et c'est pas toujours évident de rester envers et contre tout, parce que à un moment donné, il y a des volontés aussi de certains fonds d'investissement de changer le management et tout ça. Donc c'est aussi ça qui est compliqué. Bien sûr, c'est assez rare d'avoir des fondateurs qui sont là 15 ans plus tard. Et je pense encore une fois, moi j'ai apporté à Vestiaire cette vision de la transformation de ce qu'on voulait accomplir. Et par la même occasion, l'ADN fondateur et fondatrice. Donc ça, c'est assez critique et c'est difficile, j'imagine, pour des investisseurs de se passer de ça, parce que c'est l'essence même d'une société. Et après, c'est les résultats, tout simplement, j'ai envie de te dire. Et les résultats, moi, je les ai obtenus de façon plus personnelle, en prenant des risques.
Parce qu'en 15 ans, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Je me suis challengée, je suis sortie de ma zone de confort à plein de moments. En changeant de métier au cours des 15 dernières années, je suis passée un peu par tous les métiers de chez Vestiaire. En m'expatriant et en expatriant ma famille à plusieurs reprises, de Paris à Londres, de Londres à Hong Kong, et Hong Kong retour vers l'Europe. Et voilà, et j'allais dire, c'est un peu le savant mix de impacter le business en termes de croissance avec des résultats, plus cet ADN qui est un peu la magie derrière une marque et une vision. Alors Angélique, toi, très jeune aussi, 24 ans, tu rentres dans une petite boîte à l'époque, hein, vous étiez 5 au départ, au sein de, comment ça s'appelait, on ne sait pas, c'était Free, c'était quoi, c'était les tout débuts. Le nom de l'entité juridique, c'était Proxad. Bon, voilà, on a complètement oublié. Et en tout cas, vous étiez très peu. Tu as 24 ans et très très vite, tu vas gravir les échelons. Tu vas diriger des filiales. Comment on arrive aussi vite à évoluer dans ce milieu qui est quand même assez tech, donc tech égale plus masculin. Voilà. Comment as-tu fait ? Alors déjà, rien ne me prédestinait en fait à faire une belle carrière comme celle que j'ai réalisée. Je pense que c'est un peu mon histoire de vie. Donc je suis devenue soutien de famille à l'âge de 18 ans de ma mère et de mon frère. Je suis toujours soutien de famille de ma mère. Et donc j'ai été finalement très très jeune cette femme qui était capable de prendre des responsabilités et d'aller de l'avant. J'ai compris en fait, parce qu'on déclenche un peu des instincts de survie aussi, que personne n'allait me donner la main et que c'est pas parce qu'on me donnait pas la main qu'il fallait pas que j'avance. Et donc j'ai avancé tête baissée, vraiment la fonceuse. J'avais besoin de gagner ma vie, donc je cumulais plusieurs jobs. Quand j'ai intégré Iliad à l'époque, qui était vraiment une toute petite société, je cumulais deux jobs en parallèle. Donc je bossais jour et nuit. Et puis l'histoire a commencé à se créer avec Free. J'ai en fait créé 9 filiales au sein du groupe dont j'ai été présidente, qui ont permis effectivement de créer 7000 emplois. J'avais 3000 collaborateurs en sous-traitance en Afrique subsaharienne et Afrique du Nord. Et finalement, je me suis jamais posé de questions. J'ai continué à avancer tête baissée, parfois, très clairement, naïvement. Alors ça, justement, on va rentrer là-dedans, dans le naïf. Tu me tends une perche et je la prends direct. Oui, naïvement, c'est-à-dire que, en fait, à force de travailler, hein, c'est un peu comme Mercedes aussi. On regarde pas ce qu'il y a à côté. Et qu'est-ce qu'il y avait à côté ? Il y avait un petit décalage de salaire, je crois, non ? Bah évidemment. Donc quand on est besogneuse et qu'on est la bonne fourmi ouvrière et puis on me filait tout un tas de trucs, autant vous dire que c'était les trucs les plus merdiques parce que j'arrivais à les dépatouiller. Donc il y avait rien parfois de très sexy dans ce qu'on me demandait de faire. Mais voilà, je m'accomplissais et j'accomplissais. Donc moi je me nourrissais de ça. J'étais tellement contente qu'on me fasse confiance, qu'on me redonne du travail, qu'est finalement un jour, très tardivement, parce que comme Marouane, que j'ai vu nous écouter religieusement, j'ai 49 ans aussi, donc je pense qu'après peut-être 10-12 ans, je me suis posé la question, mais en fait, mes homologues masculins, ils gagnent 3-4 fois plus que moi. J'ai 93% des effectifs du groupe, on m'en recolle toujours jusque-là, enfin oui, il y a un problème. Et c'est pas évident en fait, parce qu'on est très mal à l'aise. Donc on commence à envoyer un message et puis finalement on se prend une volée de bois vert au passage et on retourne bosser. Et puis on se redit un mois après que c'est pas normal. Et c'est pas normal, d'autant que j'avais des collaborateurs et des collaboratrices dans mes équipes à qui j'avais attribué des plans de stock option, ce qu'on appelle les AGA aujourd'hui, les actions gratuites. Et moi j'en avais pas. Donc c'était juste dingue de me dire qu'on m'a loué une enveloppe pour mes équipes et que personne m'identifiait, moi, comme étant potentiellement une personne qui devait en recevoir. Donc je suis passée à côté de l'IPO, je suis passée à côté des plans qui ont suivi. Donc on se dit c'est juste dingue, comment c'est possible ? En fait, quand j'ai posé la question, on m'a dit mais t'es un électron libre et personne te coach et t'avance, donc en fait on n'a pas pensé à toi. Bah ouais, j'étais la seule femme de l'équipe dirigeante, bien sûr. Alors, je pense que tu as envie de rebondir parce que toi, ça a été un peu différent quand même. Fanny, comment on fait pour justement se faire remarquer ? Enfin, Angélique se faisait remarquer, mais en fait,
voilà, enfin, il y a eu quand même ces choses dingues de décalage, cette anomalie etc. de l'histoire, Cette anomalie de non-conformité. l'histoire, surtout quand on la connaît et qu'on la voit. Toi? Ouais, moi, pareil, tête baissée, l'action, le travail. Je demandais pas grand-chose. J'ai eu la chance d'avoir des investisseurs qui m'ont remarqué, entre guillemets, parce que j'ai deux, trois phrases qui me sont restées en tête. De la première femme qui a investi chez Vestiaire, qui m'a dit en board meeting, mais toi Fanny, tu grandiras. C'était ma première création d'entreprise. J'avais un background plutôt généraliste. Je n'étais pas prédestinée à diriger une boîte. Et elle m'a dit, mais Fanny, tu grandiras avec Vestiaire. Et je le sens. Donc ça m'a déjà porté. Et deux, un autre investisseur assez connu qui m'a dit, un jour, je présentais au board, encore une fois, tête baissée, pas forcément pour attirer la lumière ni quoi que ce soit. Et il m'a dit, bravo, à chaque fois que tu passes quelque part, parce que j'avais déjà un peu voyagé et occupé différents postes, il me dit, à chaque fois que tu passes quelque part, ça se voit et ça se sent. Et ça, c'est des choses qui m'ont porté. Donc moi, c'est finalement ma façon de l'idée et de me faire reconnaître, c'est les résultats et l'exemple. Je montre que je peux y arriver et je pense comme toi, on produit des résultats et finalement on attend. Donc il y a un peu d'attentisme et de naïveté. Je te rejoins là-dessus. Savoir faire et faire savoir. Ça, c'est quand même extrêmement important. Moi, je ne cesse de le répéter au fil de toutes ces conférences. Alors, tout à l'heure, Clara Mollet disait, prenez un exemple, il y a un des homologues masculins d'une journaliste qui disait, moi, je vais tous les jours, toutes les semaines, je ne sais pas si vous avez entendu, toutes les semaines. Alors, comment on fait concrètement? Parce que là, on aime bien, ici, dans ce forum, donner des clés concrètes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour avoir le bon salaire, égal aux hommes, et plus, pourquoi pas, d'ailleurs? Nous, on a mis déjà chez Vestiaire des politiques en place qui est qu'on mesure l'écart de salaire homme-femme et qu'on en fait un KPI de performance au niveau de l'équipe RH. Donc cette question, on se la pose et on se la pose sérieusement. Mais ça, c'est au niveau de la boîte. Et au niveau plus personnel, effectivement, les premières années, moi, j'ai passé mon temps tête baissée à me dire on me donnera ce qu'on me donnera. Et finalement, avec le temps, et j'avoue avec le coaching aussi de mon mari qui me disait mais vas-y, demande, tu mérites plus, etc., d'action notamment, j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire et à dire j'ai un track record, j'ai une valeur, j'ai envie, je le mérite. Donc je vous demande aujourd'hui, vous, mes associés, mais demain le board, de me rémunérer en fonction. Et voilà, et ça se passe plutôt en général quand c'est présenté de façon non conflictuelle et très positive. En tout cas, pour moi, ça a toujours été... je l'ai appris, mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de facile. Et j'entends aussi le non, parce qu'il y a des moments où il faut faire des efforts. Cette année, j'ai pas eu d'augmentation de salaire, j'ai pas eu d'action, alors que tout le monde en a eu dans la boîte. On est deux à ne pas en avoir eu, mon CEO et moi-même, et je l'accepte. Et c'est faire. Il y a des années plus difficiles que d'autres. Mais donc, il faut savoir en bonne intelligence lever la main et aussi, des fois, la baisser. Alors, je voudrais qu'on parle, parce que vous êtes deux leaders, on parle beaucoup aujourd'hui de leadership authentique. Enfin, je veux vous amener vers nous dire un peu quelle est votre vision du leadership, vous en tant que femme, mais d'être humain finalement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des modèles de leadership qui réapparaissent. On pensait qu'ils avaient disparu, mais voilà, ils réapparaissent. Je ne citerai pas de nom. Quelle est votre manière de leader des équipes ? Alors, pour ma part, et j'ai évidemment grandi aux côtés de mes équipes, donc j'ai beaucoup appris aussi de mes équipes. Quand on gère de la croissance comme je l'ai géré, parce qu'on part from scratch et puis on se retrouve avec des milliers de collaborateurs et collaboratrices du jour au lendemain, forcément, on apprend beaucoup sur soi, sur ses méthodes de management, sur son leadership. Moi, ce que mes équipes disaient très souvent de moi, c'est que j'avais un leadership authentique, sincère, que j'étais accessible. Et une qualité qui était très importante à mes yeux, c'était l'humilité. C'était le fait de reconnaître en fait qu'on pouvait faire des erreurs. Parce que un leader, en fait, c'est pas quelqu'un qui est infaillible. Au contraire, on fait des erreurs, on apprend. Donc j'aimais beaucoup cette reconnaissance du droit à l'erreur aussi avec mes équipes, de se dire ok,
C'est pas grave, on s'est planté, tu t'es planté, est-ce que tu as compris pourquoi? Explique-nous. OK, et next, on repart et on tente autre chose. Donc, il y a aussi ce sujet, voilà, d'encourager, de transmettre, parfois d'aider. Et moi, je suis une adepte de l'intelligence collective. Donc, ça n'a pas été le cas tout de suite. Mais quand on se retrouve avec des milliers de personnes et qu'on se rend compte que les valeurs qu'on pensait être celles de la boîte, en fait, sont pas partagées par l'ensemble, parce qu'on vient de recruter, typiquement pour le lancement du 4e opérateur mobile, donc Free Mobile, le 10 janvier 2012, j'avais recruté 1500 personnes en 6 mois et créé 2 nouvelles filiales. Bon, les 1500 personnes qui arrivent, tes valeurs, elles les connaissent pas, elles les incarnent pas, et donc il faut repartir de zéro avec tout le monde, recréer des ateliers, se dire quelles sont les valeurs qu'on vit réellement sur le lieu de travail, créer une culture d'entreprise. Donc je suis aussi une adepte de la symétrie des attentions. Donc, en clair, on fait autant pour ses collaborateurs et collaboratrices que pour ses clients, si ce n'est plus pour ceux qui sont en interne, parce que c'est le reflet, finalement, c'est eux qui peuvent sublimer l'émotion dans une expérience client. Donc, voilà, en intelligence collective, par exemple, j'avais mis du hacking corporate. Donc, c'est quoi du hacking corporate ? C'est typiquement, on avait des gens qui disent ouais mais moi ce process je suis pas d'accord parce que ça a tel impact chez les clients, en fait vous comprenez pas. Ce process en RH je suis pas d'accord, machin etc. Ok, t'es pas d'accord, t'as le droit de pas être d'accord. Simplement il faut trouver une solution, il faut trouver un process qui convienne à la fois à l'entreprise et à la fois aux collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Il faut que ce soit win-win. Et donc, on aidait en fait les gens dans l'entreprise qui avaient identifié comment on pouvait modifier un process, mais ça pouvait être n'importe quoi. Hein. Et on les accompagnait. Ils avaient peut-être pas forcément la possibilité, de bosser sur le projet parce que c'était pas leur job, mais on les formait à la conduite de gestion de projet, on les formait à la prise de parole en public et on les accompagnait jusqu'au bout avec leur idée. Juste, je voulais rebondir pour te poser une question rapide et avant d'évoquer d'autres sujets importants sur l'intelligence artificielle. On a parlé d'émotion en leadership, de leadership authentique. Je ne sais pas si tu te reconnais, Fanny, là-dedans, mais c'est vrai qu'on dit souvent, on a évoqué ça en préparant cette interview, tu donnes beaucoup, tu montres beaucoup. Jusqu'à quel point ? Je pense que l'authenticité, pour te répondre, pour moi, elle est dans l'alignement. Je suis la même chez Vestiaire Collective que chez moi et avec mes amis. Et que, certes, je suis très exigeante, j'ai beaucoup de force et encore une fois de résilience et des résultats. Mais j'ai aussi le besoin d'être alignée avec ce que je ressens profondément. Et il y a des moments divers et variés où, pour plein de raisons, ça ne va pas, où j'ai besoin de partager quelque chose qui est très émotionnel. Et finalement, je me suis rendu compte avec le temps que ces moments-là, c'était les moments qui engageaient le plus mes équipes. Et j'ai plusieurs petits exemples où récemment, j'avais dans un groupe de femmes qu'on a chez Vestiaire, j'avais partagé mon learning de ma vie privée, un divorce, le fait de jamais avoir géré son argent pendant 20 ans. Et du coup, j'ai dit à toutes les filles du bureau, les filles, vous êtes en début de carrière, c'est votre job, vous gérez votre argent, etc. Enfin bon, bref, tout un tas de partages qui étaient très émotionnels. Et ça s'est ressenti dans les surveys qu'on fait auprès du staff. Et ma RH m'a dit, t'as jamais autant engagé les femmes de l'entreprise que via cette prise de parole où j'avais livré. Et en fait, elles ont découvert que derrière la façade volontaire, entrepreneur, on y va toujours à fond, qu'il y avait aussi des problématiques personnelles, qu'il y avait aussi des failles, qu'il y avait aussi du stress, qu'il y avait plein de choses. Et je pense que c'est ça aussi, le vrai entrepreneur, c'est toucher du doigt l'humanité derrière une boîte, derrière un projet. Et qu'il n'y a rien de plus engageant et de plus inspirant, je pense. En tout cas, moi, je suis très inspirée par les gens qui partagent leurs failles, parce que c'est ça la vraie vie, finalement, et on n'est pas tous que des monstres de travail avec du succès derrière. Et je remarque que le sujet de l'argent est quand même ressorti énormément, donc il va falloir qu'on s'y attelle très très sérieusement. Dernier mot de toutes les deux, l'intelligence artificielle, elle est évidemment partout, elle est chez Vestiaire Collective notamment, et elle est maintenant, c'est l'un de tes engagements avec donc la STEM Academy. Quelques chiffres rapidement et puis ce que fait la STEM Academy. Angélique. Alors peut-être sur l'IA parce que je suis engagée donc je ne peux pas faire autrement que rebondir sur une partie chiffre qui concerne les femmes.
Un point important, c'est que les femmes sont absentes de la 4e révolution industrielle. Moins de 30% des femmes sont aujourd'hui engagées dans les filières scientifiques et technologiques. Quand on prend l'IA, la robotique et la cybersécurité, les taux chutent encore plus bas, moins de 10% de femmes dans ces secteurs. Quand on regarde les entreprises de la deep tech et les entreprises innovantes, moins de 12% des fondateurs sont des femmes, donc des fondatrices. Donc c'est un vrai problème, c'est un problème pour notre société, c'est un défi de société, c'est un problème pour la compétitivité nationale et européenne. C'est pour ça qu'on a créé Women in STEM, pour justement valoriser des rôles modèles, impulser chez les jeunes filles, les jeunes femmes, leur montrer qu'il y a des carrières de dingue. Le seul problème, c'est qu'en fait, toutes ces femmes ingénieurs, scientifiques, on les voit pas. Et on ne peut pas avoir envie de devenir ce qu'on ne voit pas. Donc, nous, notre rôle, c'est effectivement de valoriser tous ces beaux parcours de femmes au travers d'un média intergénérationnel et de leur dire, vous avez des places à prendre. L'IA, elle est en train de façonner notre société. Et aujourd'hui, 50% de la moitié des talents, 50% de notre potentiel de créativité et d'innovation sont absents en fait de cette révolution industrielle. Donc c'est un vrai problème, c'est-à-dire que plus qu'un problème de société, c'est peut-être à terme un problème d'humanité. On s'est battu pendant des décennies, des siècles pour nos droits, et là ça commence à s'effondrer. Et il n'y a pas que ça. Vestiaire Collective. Combien de femmes dans ces métiers plus tech, intelligence artificielle? Un peu moins de 30%, donc je suis malheureusement dans les clous de la société, mais j'ai un super profil pour toi. On vient de recruter une Chief Product and Tech Officer, qui est une femme, une américaine, blonde platine, cheveux courts, tatouée partout, et qui gère aujourd'hui 170 personnes. Donc on en est très fiers. Stasia, qui arrive de Zalando en l'occurrence, et ce qu'on fait pour l'aider à recruter encore plus de femmes, c'est notamment une collaboration avec une école qui prépare des femmes à ces métiers, mais c'est aussi s'assurer en process RH qu'à chaque fin d'interview, dans les 2 finalistes, il y a toujours un profil féminin. Donc on essaye, c'est très dur, mais on essaye de faire monter les femmes de plus en plus sur ces métiers-là et de leur donner la parole et de les mettre en valeur. C'est un vrai sujet en termes d'inclusion et de diversité parce que la plupart de nos entreprises françaises, en tous les cas c'est une étude de Deloitte, 90% des entreprises françaises ne mesurent pas leur impact sur les sujets d'inclusion et de diversité. Donc en clair, tout le monde a envie d'être en bonne santé puisque tout le monde veut de l'inclusion et de la diversité. Tout le monde veut être en bonne santé mais personne ne veut monter sur la balance. Donc au bout d'un moment, il va falloir effectivement avoir un alignement, avoir des objectifs clairs et pas seulement sur les formations dispensées, aussi sur les promotions en interne et sur le recrutement. Merci à toutes les deux.